Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, ça fait plaisir de te voir. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Laissez-moi commencer, Matt, avec cette nouvelle de dernière minute. Il y a quelques instants, nous avons appris que les États-Unis avaient saisi un pétrolier au large des côtes du Venezuela. Et voici ce que Donald Trump en a dit. Ils ont saisi un pétrolier au large des côtes du Venezuela. Un grand pétrolier, très grand, en fait le plus grand jamais saisi. Et d'autres choses se passent, donc vous verrez ça plus tard et vous en parlerez plus tard avec d'autres personnes. Oui, deuxième partie. Eh bien, on le garde, je suppose. Où va-t-il? Eh bien, il faut suivre le pétrolier. Vous êtes un bon homme d'affaires. Suivez simplement le pétrolier. Sais-tu où cela va? Est-ce que ça allait en Chine? Suivez-le. Prenez un hélicoptère et suivez le pétrolier. Est-il vrai qu'il se rend à Cuba? Je suppose que nous allons garder l'Othente. Oui, il veut le garder. Quelle est ta compréhension de ce genre de comportement? Bien sûr qu'il veut le garder, non? Je veux dire, c'est le plus grand jamais saisi. Bien sûr que oui, le plus grand jamais saisi. Donald Trump est impliqué, tu sais? Je veux dire, c'est une provocation, non? Ils essayent d'amener les Vénézuéliens à réagir d'une manière ou d'une autre, que ce soit en s'en prenant aux forces américaines dans la région, pour donner, tu vois, une sorte de prétexte à la baie du Tonkin. Bien que, tout comme pour la baie du Tonkin, les États-Unis pourraient inventer quelque chose s'ils le voulaient. Tu as entendu cette question. Est-ce que ça allait à Cuba? Tu sais, cette opération contre le Venezuela, c'est une opération à l'échelle de l'hémisphère. Le Venezuela n'est que la première phase. L'idée, c'est que les États-Unis veulent le contrôle de tout l'hémisphère. Vous savez, cela peut être, les gens lisent et posent des questions sur la stratégie de sécurité publiée vendredi dernier. Mais nous avons aussi déjà eu cette conversation à propos de la refonte ou du réagencement de l'Empire américain, selon la vision de Donald Trump. C'est cette idée de recentrer ou de concentrer notre sphère d'influence et de se retirer d'autres parties du monde afin de ne pas être surexposé pour pouvoir combattre plus efficacement, pour être plus performant. L'idée, ce n'est pas un repli dans le sens où l'on céderait du terrain, mais plutôt dans leur esprit, une réorganisation ou une refonte destinée à nous rendre plus forts. Ainsi, l'objectif de l'Empire américain sous Donald Trump reste la domination, tout comme il l'était sous Biden, Obama, Bush, Clinton, Bush, et ainsi de suite. Mais c'est, tu sais, pour le faire d'une manière plus intelligente, d'une façon plus réfléchie. Je pense que ça finira de la même manière que les guerres américaines ont toujours fini. Tu sais, dans la seconde moitié de l'administration Obama, les États-Unis ont décidé qu'ils allaient commencer à mener ces guerres de façon plus intelligente. Donc nous allions utiliser des drones et des forces par procuration, n'est-ce pas? Nous n'allions pas déployer nos troupes en Libye et en Syrie, comme nous l'avions fait en Irak et en Afghanistan. Et bien sûr, on se retrouve au même point. Je pense que c'est aussi ainsi que la nouvelle vision impériale de Donald Trump va se terminer. Mais oui, tu as entendu ce commentaire sur Cuba, et tu as aussi entendu un commentaire sur la Chine. Une partie de cette stratégie consiste à chasser la Chine de l'hémisphère. Je veux dire, le fait que Washington, D.C. regarde une carte de cet hémisphère et voit que le principal partenaire commercial de la plupart des pays est la Chine, cela met Washington, D.C. hors de lui. Ce sentiment d'entitlement, ce degré de honte d'avoir laissé cela se produire, ou de culpabilité, vous savez, parce que les partisans de Trump vont blâmer ceux de Biden et les partisans d'Obama, et ainsi de suite. Mais oui, je veux dire, il y a toutes ces raisons pour saisir le pétrolier.
ainsi que la raison fondamentale de l'Empire. Parce que nous le pouvons, parce que nous estimons y avoir droit, parce que nous voulons que vous cessiez votre comportement. Nous voulons montrer qui commande, peu importe comment on le formule. Vous savez, en partie c'était peut-être simplement parce que c'était une cible d'opportunité et que nous allions simplement la prendre parce que nous le pouvions. Tu sais ce qui m'étonne le plus, Matt? Je pense que l'ère de la saisie des pétroliers est révolue. On ne peut pas montrer sa force, sa puissance, par ce genre d'action, si l'on veut paraître libre. Tu vois, pour montrer aux autres pays, comme tu l'as mentionné, la Chine est le véritable concurrent des États-Unis, comme ils l'ont dit dans la stratégie de sécurité nationale, ils parlent de la Chine, de la manière de la confronter. Ce ne sont pas des signes de puissance ou de force, n'est-ce pas? Sont-ils vraiment inquiets de cela? De la façon dont ils vont être perçus par la Chine, par exemple? Eh bien, c'est pourquoi j'ai dit que peu importe la manière dont Donald Trump essaye de remodeler l'Empire américain pour dominer le monde, il finira au même endroit que ses prédécesseurs. Vous savez, parce que l'accent est mis sur la puissance militaire. Il y a beaucoup de choses dans la stratégie de sécurité nationale, beaucoup d'éléments culturels, comme on pouvait s'y attendre de cette administration, beaucoup de pseudo-éléments économiques, beaucoup de « nous allons réindustrialiser les États-Unis avec de la poussière de fée ». Et vous savez, en croisant très fort les doigts. Je veux dire, il n'y a pas de véritable mécanisme derrière ces visions. Et je pense que la plupart du monde le comprend. Ils voient bien que, dans la réalité, les États-Unis vont encore s'appuyer sur leur armée pour atteindre leurs objectifs, et que cela ne pourra que se terminer de la même manière que ces 50, 60, 70 dernières années de primauté américaine, menées par les Chinese. Et c'est là que l'élite des États-Unis s'est trompée depuis si longtemps. Et d'autres élites à travers le monde l'ont également mal compris. Cette idée selon laquelle la force d'un pays viendrait de champs de bataille lointains, vous voyez, que la puissance d'un pays se mesurerait d'une manière ou d'une autre au nombre de ses navires, de ses bombardiers, à la taille de ses armées, et surtout à sa capacité à intimider d'autres nations à l'étranger. Alors très bien, les États-Unis s'en prennent au Venezuela. Vous savez, comme l'a dit Andy Bacevich à propos de la guerre en Irak, ce n'est pas une grande surprise. Ohio State a battu Bowling Green, 62-0. Je veux dire, je pense que les concurrents des États-Unis, leurs adversaires, comme nombre de leurs alliés, reconnaissent un empire défaillant, un empire en déclin, qui ne dispose plus que d'un seul outil, et les dangers que cela peut représenter. Je pense que c'est là une grande part de notre frustration envers les Européens. Ils ne comprennent pas cela, ou ne le saisissent pas, n'est-ce pas? Leur insistance à revenir à la réalité impériale de l'ère Biden-Obama, George W. Bush, plutôt qu'à cette vision plus récente de l'administration Trump. Et je pense que les plus avisés, je dirais les Chinois, compte tenu de la manière dont ils se sont comportés au cours des 2 dernières décennies, comprennent que la force d'un pays ne vient pas du succès, ni d'un succès imaginé ou fantasmé sur un champ de bataille lointain, mais de son peuple, de ses ressources, de ses infrastructures, de ses politiques. C'est là que réside la véritable force d'une nation. Elle est interne, rien d'externe. Donc, je pense que la folie dont fait preuve ici l'administration Trump ressemble beaucoup à celle des précédentes administrations et gouvernements présidentiels américains. Elle a simplement un vocabulaire différent autour d'elle. Vous savez, Donald Trump est arrivé au pouvoir, d'une certaine manière, en critiquant Joe Biden et les anciens présidents pour les changements de régime et les dépenses excessives. L'USAID, tout cela. En regardant ce qu'il a fait jusqu'à présent, se rendre en mer Rouge et maintenant au large du Venezuela, combien d'argent a-t-il dépensé jusqu'à présent?
Oh, billions, Nima. Yeah. Oh, des milliards, Nima. Oui, sans même parler de la défense d'Israël, n'est-ce pas? Ainsi que de la participation à la guerre d'Israël contre l'Iran. C'était quand déjà? En mai ou en juin. La guerre de 12 jours, peu importe laquelle. Je veux dire, les milliards de dollars dépensés pour cela. Que ce soit le coût du largage de 14 bombes pénétrantes de très grande puissance, les MOP, qui valent je crois 8 ou 9 millions de dollars chacune, ou l'utilisation d'avions américains tout au long de cette année au Moyen-Orient pour soutenir les opérations israéliennes. Par exemple, nos avions ravitailleurs, assurant le ravitaillement en vol des F-15, F-16 et F-35 israéliens alors qu'ils se dirigent pour lancer des missiles contre l'Iran. Et bien sûr, toutes les batteries de missiles qui ont tiré ces intercepteurs de défense aérienne, qu'il s'agisse de Ta'ad ou de Patriot, on parle de milliards et de milliards de dollars. Et bien sûr, l'administration précédente, l'administration Biden, a dépensé tout autant, sinon plus. Comme vous l'avez dit, l'opération en mer Rouge, visant à vaincre les Houthis, a coûté des milliards de dollars, et les États-Unis ont dû s'en retirer. Maintenant, cette nouvelle opération, au cours de laquelle nous avons rassemblé la plus grande flotte de l'hémisphère occidental depuis des décennies, coûte des dizaines de millions de dollars par jour. Je pense que le fonctionnement standard d'un porte-avions s'élève à environ 8 millions de dollars par jour. Vous pouvez donc imaginer qu'avec tout ce que le porte-avions fait actuellement, opérations renforcées et préparation à des missions de changement de régime, on peut probablement ajouter 25 à 50% à ce montant, sans compter tous les navires qui l'accompagnent et toutes les escadrilles aériennes. Vous savez, je veux dire, on commence à regarder tout ça, mais le coût n'a aucune importance pour ces gens-là. Le coût est quelque chose auquel ils ne pensent même pas. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc l'idée qu'il puisse y avoir une discussion, une restriction ou une contrainte sur l'utilisation de l'armée américaine à l'étranger, parce que cela coûterait trop cher, je n'ai jamais rien vu de tel, à part venant de quelqu'un comme Tom Massey, Ron Paul ou Barbara Lee. Matt, ce qui se passe dans le cas du Venezuela m'étonne, parce que, habituellement, les changements de régime se faisaient de manière clandestine. Tu sais, ce n'était pas comme ce qui se passe en ce moment. Le président vénézuélien dit qu'il est prêt à discuter avec les États-Unis, prêt à conclure un accord, prêt à tout, mais on lui répond simplement « Nous avons besoin d'un changement de régime et nous allons te l'imposer ». Ce qui se passe avec l'administration Trump me sidère, car, comme nous le savons, l'une des principales rhétoriques de Donald Trump avant son élection était « Je suis contre les changements de régime. Je n'aime pas ce genre de politique. » Et pourtant, on voit bien ce qui se passe avec la politique américaine envers le Venezuela. Je ne les vois pas y parvenir. Je ne vois pas cela se produire, à moins que Donald Trump ne décide d'aller sous terre au Venezuela, car bombarder le Venezuela ne provoquera pas de changement de régime là-bas. C'est là que tu commences à avoir peur, n'est-ce pas, Nima, à propos des informations qui arrivent sur le bureau de Donald Trump. Qui sont ces réalistes cinglés, comme les appellerait C. Wright Mills, qui dominent la politique du Venezuela, les milieux des affaires étrangères des États-Unis, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, qu'il s'agisse du Pentagone, du département d'État, de la CIA ou des groupes de réflexion qui fournissent environ 7 séances d'information sur 10 aux membres du Congrès. C'est un point à noter en passant. Les membres du Congrès reçoivent la plupart, sinon presque toutes, de leurs informations sur les guerres américaines et les opérations militaires à l'étranger de la part de groupes de réflexion financés par l'industrie de l'armement. Donc, si vous assistez à une audition du Congrès, qu'elle soit publique ou à huis clos, formelle ou informelle,
vous allez être confronté à des experts, comme on les appelle, qui sont financés par l'industrie de l'armement, pas même les hommes et les femmes issus de la CIA, du département d'État ou du Pentagone. La plupart du temps, c'est environ 7 sur 10. Donc je veux dire, c'est le genre de choses qui empêcherait probablement certaines personnes de dormir la nuit si elles n'étaient pas déjà inquiètes de ce genre de sujet. Mais oui, quel type d'information parvient au président? Nous l'avons vu de manière constante avec Bush et Obama et leur guerre. Les informations qui leur sont parvenues à la fois du gouvernement américain et de ces groupes de réflexion. La certitude du succès, n'est-ce pas? Les qualités de coup sûr, comme George Tenet avait décrit les armes de destruction massive en Irak. C'est pourquoi, je crois que c'était Clapper, a dit à Barack Obama, à propos de l'une des attaques présumées à l'arme chimique en Syrie en 2013, que ce n'était pas un coup sûr que le gouvernement syrien en soit responsable, en utilisant précisément cette expression. Mais vous savez, cette idée de ce qui arrive sur le bureau de Donald Trump. Je te garantis que ce sont ces généraux, ces amiraux, ces experts, qui disent à Trump, Vance, etc., tu sais, Rubio a déjà pris sa décision, j'en suis sûr. Et ensuite, aux membres du Congrès, que, oh, c'est une certitude. Il suffit de faire des frappes aériennes ici, des frappes aériennes là, de la précision par-ci, par-là, tu vois, et ensuite, essentiellement, le gouvernement de Maduro s'effondrera, comme si on retirait une carte d'un château de cartes. Et puis, bien sûr, nous avons l'opposition qui attend son heure. Donc, tu as eu ces groupes NED, IRI et NDI, toutes ces organisations financées par l'USAID, qui investissent des millions de dollars au Venezuela depuis des décennies, se préparant à ce moment. Eh bien, une fois que les frappes aériennes auront lieu et que nous aurons tué les commandants de Maduro, l'armée s'enfuira. Ensuite, Maduro sera piégé. Il s'enfuira et, espérons-le, les foules l'attraperont et, vous savez, lui feront subir un meurtre à la Kadhafi. Ou bien il partira en exil dans une ambassade. Vous savez, mais c'est certain, Monsieur le Président, cela ne va pas fonctionner. Et ensuite, Maria Machado et Armando González arriveront avec leurs forces et formeront le gouvernement. La prospérité, la paix et le bonheur seront apportés au Venezuela. La manière dont cela sera présenté au président et aux membres du Congrès comportera un degré de certitude selon lequel la force militaire permettra d'obtenir ces résultats. Et toute personne qui dit « Eh bien, attendez, je n'ai jamais lu un livre d'histoire qui me dise que c'est le cas », se verra répondre « Eh bien, vous ne savez pas vraiment de quoi vous parlez. » C'est ce genre de fermeture ad hominem. Et je suis tout à fait sérieux, c'est ce qui s'est passé. C'est essentiellement une forme de brutalité, d'intimidation envers quiconque veut exprimer un désaccord. Ils sont écartés, réduits au silence. Soit on les exclut des réunions, soit on les intimide ou on les humilie, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé pour la guerre en Irak, quand quelqu'un essayait de s'y opposer. C'est ce qui s'est passé pour l'escalade en Afghanistan. Vous avez vu ce qui s'est produit concernant la Libye, où Barack Obama était hésitant à ce sujet. Des personnes clés de l'administration étaient hésitantes à ce sujet. Et puis, il y avait ce trio, Hillary Clinton, Samantha Power et Susan Rice, qui ont tout simplement imposé leur volonté pour pousser le président des États-Unis à mener cette guerre contre la Libye avec leurs alliés en Europe. N'est-ce pas? Je veux dire, ce genre de réalité est bien là. C'est ce qui détermine ces décisions. Et vous savez, pourquoi Donald Trump penserait-il autrement? Je ne vois pas pourquoi il penserait autrement. Il n'y a certainement rien qui lui soit présenté qui lui permettrait d'avoir une autre opinion que celle que ceux qui détiennent le pouvoir à Washington, l'État profond, si l'on veut l'appeler ainsi, veulent qu'il ait. Matt, here is
Matt examine ici la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Comme nous en avons déjà parlé, la Chine étant l'objectif ultime, la principale cible de l'administration américaine. Voici ce qu'a déclaré l'actuel président des chefs d'état-major interarmés à propos de la Chine. Regardez la montée en puissance de l'armée chinoise. Notre objectif au sein de la force conjointe est de créer plusieurs dilemmes simultanés pour tous nos adversaires à travers le monde, afin qu'ils soient très prudents et préoccupés à l'idée de faire quoi que ce soit qui pourrait représenter une menace pour le peuple américain. Donc en gros, il rassemble toutes ces personnes pour riposter. Tu vois, Matt, j'ai été un peu surpris par ce genre de stratégie de leur part. Ce sont des stratégies ratées, des stratégies qui ont déjà prouvé leur échec jusqu'à présent, mais ils continuent à les prôner, à les défendre. Oui, ce sont, tu sais, j'ai déjà utilisé le terme, mais ce sont les hommes et les femmes que C. Wright Mills appelait dans les années 50 les réalistes fêlés. Tu vois, ce sont des gens qui croient en ce monde à l'envers, complètement absurde, où ils ne savent pas, ou ne se soucient pas, ou sont simplement incapables de comprendre ce qui s'est réellement passé auparavant, sans parler d'avoir la moindre empathie stratégique ou compréhension de leurs adversaires. On voit cela partout dans l'armée américaine. Aujourd'hui même, je crois, ou peut-être que c'était hier, je lisais des commentaires du général américain à la tête de l'OTAN. Pardonne-moi, car plusieurs mois plus tard, je n'arrive toujours pas à prononcer son nom, Grinch, ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, il disait qu'il est pratiquement certain que si la Chine attaquait Taïwan, ce qui, selon ses propos, est également prévu pour 2027, d'après ces gens-là, alors Vladimir Poutine ferait aussi quelque chose. Selon ses mots, l'homme à la tête de l'OTAN a déclaré qu'il avait déjà été convenu, en substance, que Xi irait voir Poutine pour lui dire « Hey, je vais attaquer Taïwan. Ce serait bien que tu attaques l'Europe pendant qu'ils sont déséquilibrés. » Et cette certitude, encore une fois, avec laquelle il parle de ces choses, et la manière dont un type comme le général Keane en parle, en habillant d'un vernis stratégique le langage qu'on t'enseigne quand tu es lieutenant, pour donner l'impression que tu es une sorte de star de la stratégie. Vous savez, cette idée de placer l'ennemi face à un dilemme. Oui, on vous enseigne cela quand vous êtes lieutenant dans le corps des marines. On vous l'enseigne aussi quand vous êtes lieutenant dans l'armée. L'idée, c'est d'utiliser vos mitrailleuses pour forcer l'ennemi à se réfugier dans un fossé que vous avez déjà ciblé avec vos tirs de mortier. Vous savez, leur donner un choix. S'ils font une chose, ils tombent là-dedans. S'ils en font une autre, s'ils tombent ailleurs. C'est ça, l'idée de présenter un dilemme à l'ennemi. Et donc, vous avez ces hommes comme le général Keane qui présentent cela comme s'ils étaient une sorte de Clausewitz des temps modernes. Exactement. C'est une sorte de Sun Tzu moderne. Et tous les flagorneurs, tous ceux des médias et les commentateurs, ainsi que les autres membres du corps des officiers autour de lui, ne feront qu'admirer à quel point il est brillant, perspicace ou sage, alors qu'en réalité, ils ne font que reformuler le jargon qu'on apprend quand on est lieutenant, tout en affichant une certitude à propos d'autres pays, d'autres dirigeants, fondée sur quoi, au juste? Vous savez, il y a un passage vraiment remarquable dans le livre de Bob Woodward sur la décision d'Obama d'intensifier la guerre en Afghanistan en 2009, Obama's Wars, où le général James Jones, qui fut commandant du corps des marines avant de devenir le premier conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, parle de cette certitude qui règne à la Maison-Blanche et au sein de l'équipe de sécurité nationale.
Et il parle de la façon dont les membres du NSC et de la Maison-Blanche, comme le chef de cabinet de la Maison-Blanche, discutent des dirigeants étrangers ou des pays étrangers avec un tel degré de certitude, alors même qu'ils n'ont jamais rencontré ces personnes auparavant. Mais ils sont convaincus que, vous savez, le guide suprême va agir de telle manière, ou que tel ou tel va agir de telle autre manière, ou encore que le Parti communiste chinois va approuver quelque chose parce qu'ils sont néfastes, pro-fastes, et que toutes leurs intentions sont insidieuses. Vous savez, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est provoquer de gros ennuis. Tu sais, je veux dire, on voit cette répétition, ce même schéma qui se répète encore et encore chez les figures américaines au pouvoir. Et c'est parce que c'est l'institution elle-même, c'est ce qu'elle produit. En fin de compte, ce genre de certitude à propos de nos adversaires, des autres pays du monde, des dirigeants individuels, ce genre de certitude ne fait que nourrir l'intérêt propre des institutions qu'ils représentent. Et ils n'arrivent jamais au sommet de ces institutions à moins d'être totalement engagés à leur apporter un soutien total, n'est-ce pas? Les institutions ne les laisseront pas gravir les échelons, à moins qu'ils ne soient d'un réel bénéfice pour elles. Et c'est pour cela que l'on voit le même type de phénomène se reproduire encore et encore. Donc, encore une fois, que ce soit qu'un qui reconditionne une terminologie que j'ai entendue en tant que lieutenant en 1988 à l'école de formation de base de Quantico en Virginie, ou que ce soit cette stratégie de sécurité nationale qui certes donne l'impression qu'il y a une certaine méthode dans la folie de Trump à l'échelle mondiale. Mais quand on relève la tête du document après l'avoir lu, on se rend compte que, oh, c'est juste la même vieille histoire. Des porte-avions au large des côtes de quelqu'un, l'envoi de drones, la saisie des avoirs d'autres nations, la conduite d'une guerre économique contre elles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Matt, comment as-tu trouvé la situation avec les Européens et l'Ukraine dans le document NSS? Eh bien, j'ai lu les articles des médias grand public avant de lire le document. Et j'ai donc été en fait surpris de voir à quel point il était léger. Enfin, je ne devrais pas dire ça. J'ai été surpris par l'attention que le document accordait à l'Europe et par la manière dont on pouvait le lire comme un texte favorable à l'Europe. Les articles de presse que j'avais lus avant de lire le document étaient hystériques, affirmant que tout l'objectif de l'administration Trump était essentiellement de poignarder l'Europe dans le dos. N'est-ce pas? Je veux dire oui, il y avait dans cette stratégie de sécurité nationale des passages bizarres et je pense infondés et ridicules, comme cette inquiétude concernant la perte par l'Europe de ses valeurs occidentales, et en substance de sa blancheur, ce qui est leur préoccupation. Vous savez, je trouve ça complètement absurde et ridicule. Mais il y avait aussi dans ce document des témoignages de l'engagement de l'Amérique envers l'Europe. C'est simplement que les États-Unis ne peuvent plus fournir les ressources qu'ils offraient autrefois. Donc il y a là une certaine rationalité, une approche mesurée. Vous savez, je suppose que je sais que j'ai critiqué tout cela auparavant, mais il y a certains aspects dont on pourrait dire, comparé à ses prédécesseurs qui voulaient promettre, je crois que la façon dont le document le décrivait, c'était les États-Unis comme Atlas portant le monde sur ses épaules, n'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne description des États-Unis cherchant à dominer, à être dominants, l'hégémon mondial, refusant totalement d'accepter que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. Donc, lorsque vous lisez cette section sur l'Europe, vous voyez qu'il y a cette décision des États-Unis selon laquelle ils ne peuvent pas être le policier du monde. Ils ne peuvent pas fournir les ressources, la largesse, la générosité nécessaires, comme le document le décrit, comme ils le faisaient autrefois. En même temps,
il est clairement indiqué que la stabilité de l'Europe constitue un intérêt fondamental pour les États-Unis. Un second intérêt après celui de l'hémisphère, ce qui la place au-dessus de tout le reste. En fait, je dois m'arrêter un instant, car peut-être que l'Asie venait avant cela, je ne m'en souviens plus, mais c'est un intérêt fondamental américain, la stabilité européenne. Et le désir de mettre fin à la guerre en Ukraine est présenté comme un moyen de stabiliser les marchés européens, de stabiliser les économies européennes, d'empêcher l'escalade du conflit, puis de ramener les États-Unis et la Russie vers une certaine forme d'équilibre géopolitique. Ce qui, je ne vois pas comment on peut considérer cela comme une mauvaise chose. À moins de vouloir que cette guerre continue, parce qu'on croit à cette bataille manichéenne du bien contre le mal, qu'on reste attaché à ce système de croyance de la guerre froide, selon lequel l'Ouest est bon et l'Est est mauvais. Tu sais, je veux dire, j'ai été surpris que ce soit aussi équilibré sur l'Europe, surtout après avoir lu les analyses alarmistes de la presse grand public à ce sujet. Je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, en gros une reprise du réquisitoire que J.D. Vance avait lancé contre les Européens vers mars lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Je pensais que ce serait ce genre de diatribe. Et ça ne l'était pas. Il y a bien quelques éléments de cela, bien sûr, et je ne suis pas d'accord avec eux. Mais l'idée que les États-Unis ont un intérêt en Europe ressort clairement comme une déclaration de sécurité nationale. Et je pense que le souhait de l'administration Trump d'obtenir un règlement négocié pour mettre fin à la guerre en Ukraine est, vous savez, bien fondé pour 3 raisons. Stabiliser l'Europe, empêcher l'escalade du conflit et rééquilibrer les relations avec les États-Unis. De plus, je crois, maintenant que je m'en souviens, que le document indique qu'il est dans l'intérêt fondamental des États-Unis que l'Ukraine reste une nation viable. Ce qui, je pense, vous savez, vous êtes d'accord. Je suis d'accord. La plupart des gens qui regardent sont d'accord. Si cette guerre continue, l'Ukraine ne sera plus une nation viable. Tu sais, Matt, quand on compare la stratégie de sécurité nationale des États-Unis à celle du Royaume-Uni, ils ont publié la leur l'année dernière, la principale question abordée dans ce document est l'internationalisme. Comment gérer la guerre? Comment maintenir l'hégémonie de l'Occident? Mais on peut voir que le ton a changé dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale sous Donald Trump, du moins sur le papier, dans la manière dont il parle de l'Ukraine, du conflit en Europe et de la confrontation plus large entre les États-Unis, l'Occident et la Russie. Penses-tu qu'il existe désormais une différence entre Washington et Londres concernant cette idée d'hégémonie et la façon dont ils souhaitent l'exercer? D'accord. Je pense que pour ceux qui détiennent le pouvoir en Europe, dans la plupart des capitales, à quelques exceptions près, mais notamment dans les pays scandinaves, dans le groupe des 3, E3, comme on les appelle, et dans les pays du Benelux, il existe une volonté de maintenir le statu quo. Il y a une crainte que tout changement ne soit pire pour eux. Je pense que les dirigeants européens reconnaissent à quel point l'Europe est faible, qu'au cours des 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, alors qu'elle aurait vraiment pu se redéfinir avec un certain degré d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, une certaine indépendance par rapport à l'Empire américain. De manière à ce que mes accusations et celles d'autres personnes, selon lesquelles l'Europe serait un ensemble d'États vassaux de l'Empire américain, ne soient tout simplement pas vraies, ou du moins peu fondées. Ils n'ont choisi de faire. Plutôt que de faire de l'Europe un pôle technologique et éducatif, plutôt que d'en faire un centre de production avancé, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi d'être une version allégée de l'Amérique. Ils ont suivi la voie désastreuse de la financiarisation empruntée par les États-Unis, ce qui a entraîné la désindustrialisation et une grande perte de qualité de vie pour leur population.
ainsi qu'une énorme inégalité de richesse. Et vous savez, en s'alignant sur les guerres américaines, cela a conduit à l'arrivée de millions et de millions de réfugiés en Europe, ce qui a provoqué de l'instabilité et des problèmes. Écoutez, je crois profondément à la migration et à l'immigration. Vous savez, je suis le petit-fils d'immigrés. Mais si un pays n'est pas en mesure d'accueillir un grand nombre de personnes, quelles que soient ses bonnes intentions, il y aura des problèmes. Et donc, les Européens doivent gérer tout cela. Et je pense que la direction européenne n'a pas d'autre vision du monde que celle dont elle est issue, celle que je viens de décrire, selon laquelle le meilleur moyen pour nous d'exercer notre hégémonie est de faire partie de l'Empire américain et d'être le premier des vassaux. C'est ainsi que nous détenons notre pouvoir. C'est ainsi que nous sommes dominants, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous comptons. Comme si nous étions assis à la table du déjeuner avec les joueurs de l'équipe de football principale, vous voyez? Je veux dire ce genre de relation. Et donc, l'idée d'y renoncer, de perdre cela, est une hérésie. C'est effrayant. Oui, et c'est aussi vraiment dangereux, parce que nous reste-t-il d'autre? Et c'est pourquoi on a vu la peur de ces politiciens, non pas face aux autres partis, mais face à des partis plus récents, plus indépendants ou alternatifs, y compris des partis d'extrême droite, ce que je ne souhaite certainement pas voir. Je ne veux pas voir des partis d'extrême droite arriver au pouvoir au Royaume-Uni ou en Allemagne. Donc ma frustration envers l'Europe vient de tout cela. Regardez ce que vous vous êtes fait à vous-même. Et en tant qu'Américain, je ne devrais bien sûr pas jeter la pierre. Mais vous savez, cette idée de l'Europe par rapport aux États-Unis, de l'Europe par rapport à l'Empire, et de l'endroit où elle en est aujourd'hui, le fait que ce à quoi elle s'accroche, c'est l'héritage, le reste de l'Empire américain mourant. Et donc, au moins, l'administration Trump a la compréhension, a l'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts à agir en conséquence ou non. Je ne le pense pas. Et vous savez, comme je l'ai déjà dit, on lève les yeux du journal et ils agissent exactement comme leurs prédécesseurs. Mais, vous savez, au moins ils sont prêts à admettre que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance. Au moins ils sont prêts à admettre que le monde multipolaire n'est pas quelque chose qui est à venir. Ce n'est pas à l'horizon. Il est là, maintenant. Nous vivons dans un monde multipolaire. Et donc nous devons nous adapter, nous devons réimaginer, nous devons revoir, nous devons recentrer, nous devons consolider, peu importe comment on veut le dire, afin de nous renforcer, non seulement pour participer au monde multipolaire, non seulement pour y prospérer, mais pour le dominer, car c'est là l'objectif de l'Empire américain, maintenir sa domination. Et les Européens réalisent maintenant que cela ne les inclut pas. Ils se retrouvent donc vraiment dans une mauvaise posture à cause de leur inaction, à cause de leur choix de rester des vassaux des Américains pour en récolter les bénéfices et suivre les États-Unis. Maintenant, ils se demandent « Que s'est-il passé, bon sang ?» Vous savez, pendant que les États-Unis disent « Vous savez quoi? L'Europe, ce n'est plus vraiment comme ça que nous allons continuer à faire les choses. Nous comprenons l'importance de l'Europe, la stabilité qu'elle représente. C'est grand, vous avez des armes nucléaires, etc., etc., etc. Mais notre relation avec vous ne ressemblera en rien à ce qu'elle a été depuis, disons, 1945. Tu sais, en regardant l'Europe, Matt, je ne comprends pas la logique dans l'esprit de ces Européens, mais ça m'étonne. Je suis allé en Europe, j'y suis allé, et je n'arrive tout simplement pas à comprendre cette attitude, cette sorte de désir qu'ils ont de se détruire eux-mêmes au nom d'une guerre, une mauvaise guerre, quelque chose qui a déjà détruit l'Ukraine. Mais ils sont prêts à détruire toute l'Europe pour ça. Tu sais, ils ont la guerre en Ukraine, et on dirait qu'ils ne peuvent pas vivre sans elle. Tu sais, d'une certaine manière. Oups. Tu m'entends?
Je t'ai perdu pendant environ 20 secondes. Oui. Il me semble que lorsque je regarde les Européens, c'est comme quelqu'un dans un casino qui a perdu ce qu'il avait dans sa poche, mais qui n'admet pas encore combien il a perdu jusqu'à présent. Il veut tout miser. Vous savez, c'est pour cela qu'il demande une plus grande implication des États-Unis dans la guerre en Ukraine, même au prix d'une confrontation avec la Chine. Vous savez, ce n'est pas seulement Je ne sais pas ce qui se passe ici. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. Mais je t'ai perdu pendant environ 20 secondes. Je t'ai perdu quand tu as dit « Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit de mon côté ou du tien. » Je pense que le problème vient de mon côté. J'ai essayé de changer de table pour le résoudre. Mais il ne s'agit pas seulement des Européens. Ils ont même convaincu Netanyahou, qui fait face à de nombreux problèmes dans son propre pays. Il parle de s'opposer à la Chine. C'est incroyable pour moi, en regardant la situation actuelle. Les Européens, la façon dont ils se comportent face au conflit en Ukraine. Oui, tu sais, c'est vrai. C'est désastreux, non? Ça n'a aucun sens. Et on peut voir que leur désir de quelque chose qui appartenait au bon moment du passé les conduit sur une voie de destruction, n'est-ce pas? Leur droiture et leur foi en eux-mêmes. Et je ne veux même pas réduire ça à un simple intérêt personnel flagrant, mais plutôt, tu vois, c'est plus vaste que ça. C'est presque métaphysique, existentiel si tu veux, dans le sens où s'ils perdent cela, ils sont complètement perdus. Et je pense que c'est le cas. Je pense que l'Europe est à un carrefour où une transformation est en cours. Et une grande partie de celle-ci a eu des effets vraiment durs sur la population. Tu vois? Je veux dire, ce n'est plus l'Europe qui garantissait autrefois l'éducation et les soins de santé. On ne te garantit plus un emploi à vie. Je veux dire, c'est un changement de mode de vie vraiment difficile, si l'on veut parler de la qualité de vie des Européens. Et les dirigeants là-bas considèrent que leur seul moyen de conserver le pouvoir n'est pas de s'attaquer à ces problèmes, mais de redoubler de militarisme, en espérant que d'une manière ou d'une autre, cette guerre en Ukraine fournisse une identité capable de rassembler tout le monde autour d'eux et de les soutenir. L'idée étant qu'en temps de guerre étrangère, le pays s'unira et mettra de côté ses différends internes. Mais ils ne peuvent pas mener la guerre eux-mêmes, car la population ne la soutient pas. Et ils sont aussi tellement affaiblis sur le plan militaire qu'ils ne peuvent pas la mener seuls. Ils doivent donc passer par un intermédiaire. Et pendant de nombreuses années, surtout au cours des dernières années de la guerre en Ukraine, après l'invasion de la Russie, c'est les États-Unis qui ont joué ce rôle. Donc, l'idée était que tout allait bien se passer, que nous allions nous en sortir parce que les États-Unis allaient fournir tout l'argent et toutes les armes. Et avec les États-Unis, nous allions battre les Russes. Ensuite, nous montrerions à notre peuple que nous sommes de vrais dirigeants, et vous savez, etc., etc., etc. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Donc le désespoir que vous voyez dans leur volonté, non pas simplement de trouver une résolution ou de faire en sorte que leur point de vue sur l'Ukraine soit représenté lors des négociations, ce qui, on peut le dire, est légitime. Ils sont directement impliqués. Ils ont dépensé des centaines de milliards de dollars. Ils devraient avoir leur mot à dire, mais dans leur volonté de saboter, voilà. Alors, je sais que Zelensky, hier ou aujourd'hui, a déclaré que l'Ukraine avait présenté aux États-Unis un nouveau plan de paix en 20 points. Un plan qu'il a élaboré à travers ses rencontres avec les Européens. Vous savez combien de clauses empoisonnées pensez-vous qu'il y a là-dedans? Combien de ces 20 points sont des clauses que les Russes n'accepteraient jamais, destinées à saboter le plan
et à simplement prolonger la guerre. Et espérons simplement que les Américains retrouveront la raison, ou sinon qu'ils pourront prolonger cette guerre pendant au moins 2 ans de plus en utilisant les avoirs russes gelés. Ils finiront par trouver une solution. Dans 1 an, les démocrates gagneront en 2028 et alors les Américains reviendront dans la guerre. D'ici là, l'économie russe se sera certainement effondrée. L'armée russe va se mutiner. L'une des 3 douzaines de maladies différentes dont nous avons dit que Vladimir Poutine avait été atteint au cours des dernières années finira par l'emporter. Bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Et c'est à cela qu'ils s'accrochent, parce que l'alternative est la suivante. Cette perte d'identité, qui est existentielle pour eux, et qui signifie essentiellement qu'ils devraient affronter leur population et rendre des comptes sur l'état désastreux de l'Europe sous leur surveillance au cours de ces 3 dernières décennies. Matt, l'autre chose à propos de l'Europe, c'est que, comme nous le voyons avec la situation en Ukraine, la seule raison pour laquelle la guerre là-bas se transforme en ce genre de chaos, je parle des négociations visant à parvenir à un certain règlement, c'est l'Europe en ce moment. Les États-Unis ne s'intéressent plus vraiment à l'Ukraine. L'administration Trump ne veut pas de la guerre en Ukraine. Mais l'Europe donne d'une certaine manière de faux espoirs à la direction ukrainienne en lui faisant croire que si elle poursuit le conflit, elle pourrait obtenir quelque chose, qu'elle pourrait se retrouver dans une meilleure position. Rien de tout cela n'arrivera. Et si l'Ukraine s'effondre, à qui va-t-on en attribuer la faute? Vont-ils accuser Joe Biden, qui n'est pas au pouvoir actuellement? C'est l'Europe, à mon avis. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour créer des obstacles et des barrières à la conclusion de tout accord en Ukraine. C'est simplement leur refus d'accepter la réalité de cette guerre, qu'il s'agit d'une guerre impossible à gagner. Je veux dire, c'est une guerre que la Russie ne peut pas perdre et que l'Ukraine ne peut pas gagner. Il est certain que les perspectives d'effondrement de l'Ukraine, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires, existent. En même temps, cette guerre peut continuer à s'éterniser. C'est pourquoi je dirais que les Russes ne devraient pas non plus être trop sûrs d'eux. Si vous croyez à la certitude en temps de guerre, je vous suggère de lire quelques livres d'histoire. C'est pourquoi je dirais que les Russes devraient considérer que cet accord suffit, et non pas ce que les Européens vont proposer, ce qui est inacceptable. Et les Russes, bien sûr, sont en train de gagner. Ils dominent à ce stade. Tu sais, ils ont donc ce levier, et ils devraient bénéficier d'un certain degré de reconnaissance. Tu vois que le document reflète leurs intérêts. Mais oui, je veux dire, avec les États-Unis, comme tu le dis, Nima, qui ne considèrent plus l'Ukraine comme nécessaire. Souviens-toi, l'administration Biden voyait la guerre en Ukraine comme l'aboutissement, ou sinon la dernière étape de 10 ans de Russiagate, plus ou moins, n'est-ce pas? Pendant une décennie, la diabolisation du Parti républicain, l'assimilation du GOP aux Russes, en particulier de Trump à Poutine, a dominé le discours du Parti démocrate pendant des années, élection après élection, y compris la destitution du président des États-Unis sur la base d'accusations selon lesquelles il aurait essentiellement suspendu les livraisons d'armes à l'Ukraine, d'une part pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'il aurait d'une certaine manière aidé les Russes. Et bien sûr, il y a eu toute l'enquête Mueller. Tout le monde connaît cette affaire, n'est-ce pas? Je veux dire, l'administration Biden a vu l'invasion russe comme essentiellement un cadeau, en se disant, d'accord, maintenant, cela va vraiment nous apporter des avantages politiques. Cela allait vraiment générer des bénéfices politiques. À tel point que, si vous vous souvenez, en septembre 2023, lorsque Joe Biden a lancé sa campagne de réélection,
La première publicité de la campagne Biden 2024 montrait Joe Biden se rendant à Kiev. Joe Biden en président en temps de guerre. Joe Biden soutenant l'Ukraine contre les méchants Russes. Vous savez, la démocratie contre l'autocratie. C'était le cadre que les démocrates avaient adopté, en particulier après 10 ans de Russiagate. Aujourd'hui, avec cette administration, au-delà des considérations idéologiques, comme nous en parlions plus tôt, la vision de l'Empire telle qu'elle s'exprime à travers la stratégie de sécurité nationale s'accompagne aussi de préoccupations politiques, de réalités politiques intérieures, qui rendent cette guerre sans importance. Il n'y a ici aucun récit que Donald Trump ait besoin de maintenir. Si l'on regarde les autres guerres ou conflits, que ce soit le Venezuela, Israël-Palestine, l'Iran ou une guerre potentielle avec la Chine, tous comptent davantage politiquement pour les républicains que l'Ukraine. Pour les électeurs républicains, la guerre en Ukraine est quelque chose dont ils n'ont jamais vraiment voulu faire partie. Ils n'en ont pas vu la nécessité. Ils n'y croyaient pas. Voilà, etc., etc., etc. Et les autres guerres ont une valeur politique pour les républicains. Bien sûr, le changement de régime au Venezuela, l'importance de la politique en Floride, vous savez, dans le GOP, dans le parti républicain dominé par les zélotes de Cuba, et le Venezuela n'est qu'un élément secondaire de ces questions liées à Cuba pour eux. N'est-ce pas? Je veux dire, nous n'avons pas besoin d'entrer trop dans les détails sur les raisons pour lesquelles, politiquement, Israël et l'Iran sont importants pour les républicains. Vous savez, nous avons vu Benjamin Netanyahou revenir aux États-Unis pour la 5e fois cette année. Je pense qu'il sera ici le 29 décembre, ou quelque chose comme ça. Oui, vous savez, la Chine est plus importante politiquement pour les républicains et pour leurs intérêts que cette guerre en Ukraine. Même pour les fabricants d'armes, ils voient qu'ils peuvent gagner plus d'argent en armant les États-Unis et leurs alliés pour une guerre potentielle avec la Chine qu'en armant l'Ukraine pour une guerre réelle avec la Russie. Donc Northrop, Lockheed, Anduril, toutes ces entreprises considèrent la Chine comme le véritable objectif. C'est là qu'elles vont faire le plus d'argent. L'Ukraine, bien sûr, on va en tirer beaucoup d'argent, mais ce n'est pas du tout la poule aux œufs d'or que représente la Chine. D'accord, donc cela place maintenant l'Ukraine au 4e rang des priorités pour le Parti républicain, pour l'administration républicaine, pour l'administration Trump. N'est-ce pas? Je veux dire, on finit par manquer de temps dans la journée pour tout accomplir. Vous savez, Steve Witkoff ne peut être qu'à un seul endroit à la fois, n'est-ce pas? Et donc, quand on met tout cela ensemble, on comprend pourquoi la Maison-Blanche de Trump dirait « cela n'a pas beaucoup de sens pour nous ». Maintenant, il y a bien sûr des zélotes au sein du Parti républicain. Je veux m'assurer de bien clarifier cela, car il y a les néoconservateurs, Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton et d'autres, qui voient l'importance de la Russie. Et pour eux, tout est important. Pour les néoconservateurs, c'est la même chose que pour les impérialistes de Biden. Tout est important. Il faut être partout. Les États-Unis doivent dominer le monde entier. Et encore une fois, c'est ce qui rend cette administration différente de ses prédécesseurs et différente de beaucoup au Congrès. Mais vous savez, quand on additionne tout cela, on peut comprendre pourquoi l'administration Trump dit « Oui, cette guerre doit se terminer. Nous devons sortir de cette affaire. C'est un engagement trop lourd pour nous. C'est dangereux, vous savez, etc. » Matt, il n'y a qu'une seule voix au sein du Parti républicain, le député Thomas Massie. Il a présenté un projet de loi à la Chambre des représentants appelant les États-Unis à se retirer de l'OTAN. Comment percevez-vous ce type d'état d'esprit? À votre avis, y a-t-il une réelle nécessité pour l'OTAN de continuer à exister? Quel est l'avantage de l'OTAN pour les Européens?
Et quel est l'avantage pour les États-Unis? Eh bien, je veux dire, je suppose qu'il est probablement clair que vous parlez à quelqu'un qui pense que nous devrions avoir peut-être 2 divisions de l'armée active, une grande garde nationale et ensuite une centaine ou 200 armes nucléaires. Je pense que cela suffirait à défendre les États-Unis et nos intérêts. Mais, vous savez, quelqu'un comme Thomas Massie agit par principe. Il reflète des convictions profondément ancrées dans la société américaine concernant les engagements à l'étranger, la folie de la guerre, des convictions exprimées par les pères fondateurs des États-Unis et vraiment tout au long de l'histoire américaine, jusqu'au début du XXe siècle. Bien que l'on puisse soutenir que l'Amérique a toujours été un empire, c'est simplement que nous avons décidé de nous étendre au-delà des mers une fois que nous avions enfin conquis les Amérindiens, ce qui est essentiellement ce qui s'est passé. Vous savez, 1 an ou 2 après que la dernière tribu amérindienne a été soumise par le gouvernement américain, un coup d'État a eu lieu à Hawaï. Cela a toujours été un empire. Mais il y a ces rares individus comme Massie qui sont des hommes de principe. Vous savez, je pense que Marjorie Taylor Greene, malgré tous ses problèmes, tous ses défauts, je n'arrive pas à croire que je dis ça en parlant d'elle positivement, mais je ne l'ai jamais vue de cette façon. Non, je veux dire, je n'aurais jamais imaginé que je pourrais. Je veux dire, est-ce que quelqu'un est derrière moi avec une arme en ce moment? Tu vois, mais oui, je pense qu'elle est vraiment une femme de principe. Je pense qu'elle a été trompée. Elle a des convictions sincères sur ce que le gouvernement devrait être, sur ce à quoi notre culture et notre société aux États-Unis devraient ressembler, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais lorsqu'elle a constaté que ses convictions concernant les actions des États-Unis à l'étranger n'étaient pas en accord avec ce qu'elle faisait réellement, elle est restée fidèle à ses croyances. Elle est restée fidèle à ses principes. Elle croit vraiment en l'Amérique d'abord, d'une manière qu'elle considérait comme déformée par cette administration. Et, tu sais, à son crédit, j'aimerais qu'elle ne quitte pas ses fonctions. J'aimerais qu'elle soit réélue et qu'elle continue à poser problème à l'administration. Mais vous savez, je pense qu'il y en a quelques-uns à gauche. Enfin, je ne devrais pas dire à gauche, parce qu'ils ne sont pas vraiment des gauchistes. Mais il y a quelques personnes du côté du Parti démocrate qui sont prêtes à conserver un certain degré de principe, même si elles sont peu nombreuses. Donc, oui. Je veux dire, regardez un type comme Massie. Ils vont dépenser 20 ou 30 millions de dollars contre lui pour essayer de l'empêcher d'être élu. Quand je dis « il », je parle du lobby sioniste, du lobby israélien, avec le plein soutien de l'administration Trump. Ils vont tout faire pour l'empêcher d'être réélu. Et vous savez, la façon dont la politique américaine fonctionne, la façon dont la société américaine est structurée, la façon dont nos médias opèrent, l'importance des médias dans l'influence des actions des gens. Je ne sais pas si Thomas Massie va s'en sortir, n'est-ce pas? Parce que notre système ici repose tellement sur l'argent. Maintenant, peut-être qu'il s'en sortira. Enfin, je ne connais pas très bien sa circonscription. Peut-être qu'il s'en sortira. Mais ce n'est pas une menace vide de sens de vouloir le destituer. Donc, vous savez, c'est la conséquence de se dresser, très similaire à ce que nous voyons au Venezuela. C'est la conséquence de se dresser contre l'Empire. Que vous soyez un individu ici aux États-Unis ou un pays en Amérique du Sud, voilà ce qui va vous arriver. Et je veux dire, j'imagine que cela a toujours été ainsi à travers l'histoire. Mais certainement, pour ceux d'entre nous qui en sont témoins, nous n'avons pas à rester les bras croisés. Exactement. Merci beaucoup, Matt, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oui, merci, Nima.